Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Polydomsa, oh my god, pour la preview de Wilder contre Fury number 2. Donc là, on va faire un épisode qui va regrouper un peu toutes les vidéos qu'on fait, parce que c'est vrai que mon cher Polydomso, le premier combat a eu lieu en décembre 2018, un résultat nul après un duel qui a passionné tout simplement, parce que d'un côté, Tyson Fury avait dominé quasiment tous les rounds. Il y a juste eu ces knockdowns subis au 9e et 12e, si je ne m'abuse, et 12e, pour finir sur ce résultat nul. Depuis, les deux hommes ont à chaque fois boxé 2 fois, mais il n'y a pas énormément, on va dire, d'informations à tirer de ces 2 autres combats. Alors non, parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire en disant ça. C'est vrai que c'est pas des combats très instructifs sur Wilder et Fury, parce qu'en fait, Wilder et Fury ont fait du Wilder et Fury Voilà. dans ces deux combats. J'aurais tendance à dire quand même que celui qui a, on va dire, un peu plus confirmé que l'autre sur ces deux combats, c'est quand même Wilder. Ouais. Qui a eu un plus beau succès sur les deux combats. Il a affronté, je pense, des adversaires d'un calibre supérieur. Clairement. Et ils sont membres du top 10, hein, heavyweight. C'est ça, et il s'en est départi avec la manière. Là où pour Fury c'était plus compliqué que prévu. Il a évacué Tom Schwartz assez facilement. C'était un peu je veux dire une formalité, mais c'est un peu ça, quoi. Et il a un peu plus galéré avec du coup Otto Welling. C'était pas prévu. Et il a même pris un risque quand même assez grave, parce qu'il était coupé, je crois, au deuxième round, c'est ça. Enfin, complètement. J'ai plus vu le combat depuis qu'ils l'ont fait. C'est pas un combat que j'ai revu, je vous cache pas. Et ouais, il avait un peu de difficulté face à un adversaire. On s'y attendait pas, et normalement il aurait pas dû peiner. Enfin, peiner, c'est un bien grand mot, mais c'était plus laborieux. Donc c'est vrai que les deux combats de chacun ne nous apprennent pas beaucoup sur Wilder et sur Fury. Peut-être que ça nous apprend que Wilder est plus régulier que Fury, en revanche. Oui, complètement. Que Fury, il a peut-être un niveau qui oscille plus d'un soir sur l'autre. Ouais. Et ce qui est aussi plus, on va dire, moi, ce qui m'inquiète un peu plus pour notre cher Tyson Fury, c'est vrai que donc le premier combat, il avait dominé, et Wilder avait fait aucun travail au corps. Là non plus, sur les deux combats qu'on a pu voir, donc contre Brazil puis Ortiz 2, il n'y a pas eu ce travail-là non plus. On sait que justement ses entraîneurs et même lui avaient dit, lors du premier combat contre Fury, j'aurais aimé ajouter ça à mon arsenal, parce que ça m'aurait sans doute ouvert un petit peu plus de portes. Ce qui est inquiétant pour moi, pour ce cher Tyson Fury, c'est que le combat face à Ortiz, il n'a pas eu besoin de faire vraiment grand-chose, juste d'accélérer finalement dans le 7e round, là où Ortiz est devenu un petit peu moins mobile, alors qu'il était en avance sur toutes les cartes des juges. Et c'est ce qui est vraiment inquiétant, c'est de dire que, on savait déjà que Wilder gardait sa puissance jusqu'en fin de combat, mais là maintenant, on sait aussi qu'il peut vraiment se prendre plus d'une moitié de combat de pause et ensuite décider d'accélérer. Non, mais c'est vrai, c'est le gros point fort, en fait, de Wilder, c'est qu'il a un rythme qui est très étrange, en fait, et qui est pas un rythme, en fait. Je vais dire quelque chose. Je pense que c'est un rythme de combat qui est archaïque, c'est-à-dire qu'en gros, il voit pas le combat en termes sportifs, dans le sens je vais gagner des rounds et je vais essayer de me protéger et je vais essayer de maximiser mes chances au cas où ça va jusqu'au juge. Lui, il s'embarrasse pas de ça. Tant qu'il gagne le combat, il gagne le combat, et il se moque, en fait, des scorecards. Et dans cet état d'esprit, il a un état d'esprit qui est plus old school, en fait. Sur la boxe, il y avait des boxeurs qui réfléchissaient comme ça, mais avec la professionnalisation du sport, c'est pas vraiment un pari gagnant, parce que faut vraiment être très confiant en sa puissance de frappe pour se dire je peux prendre 11 rounds où je vais prendre tarif, et finalement au 12e round je vais revenir, quoi. Mais il se connaît, quoi. Il connaît sa force, il se fait confiance aussi, et c'est ça aussi le secret de Wilder. Il n'y a pas de, je veux dire, en général, il n'y a pas de bonne façon de combattre en général et de mauvaise façon de combattre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de combattre. Il n'y a pas de mais c'est une bonne situation, cela, boxeur. mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être pragmatique. Si ça marche pour Wilder, même si c'est pas, on va dire, académique, ça marche pour Wilder, donc bueno pour lui, quoi.
Ouais, non, Non, mais c'est complètement. vrai. Et donc là, et tu disais très justement old school dans son approche, et c'est vrai même old school dans le choix de ses adversaires, parce que c'est hyper rare aujourd'hui de voir des boxeurs qui, après avoir fait un money fight, on va dire super fight même, face à un des gars qui fait partie du top 3, se dit je continue d'affronter deux top 10 alors qu'il aurait pu faire comme ce qu'a fait Fury, à savoir avoir des adversaires soigneusement sélectionnés pour lui permettre d'ajouter des highlights. Et là, non, contre Brazil, puis contre Ortiz, qui était celui lui avait donné le plus de mal avec Tyson Fury, fallait quand même le faire pour se dire on va prendre ces combats-là de rentrée pour me préparer à la revanche face à Fury. C'est vrai. Alors après, je pense que non, c'est vrai, c'est moins évident, on va dire. C'est dans le sens où pour Fury, c'était évident que Ouais. c'était juste des matchs pour le maintenir en jambes et pour aussi le faire connaître du public américain, qui ait des highlights et tout, et que c'est plus des combats business entre guillemets que des combats, on va dire achèvement sportif quoi. Mais pour Wilder. On va vraiment juste pour Brésil, pas pour Ortiz, parce qu'Ortiz, c'est vrai que ça avait été compliqué le premier combat et que du coup, c'était plutôt courageux, culotté de reprendre le deuxième combat, d'autant qu'il n'avait rien à gagner avec Ortiz, parce qu'Ortiz n'a pas vraiment de valeur. Hélas, hein, je le regrette, Ouais. mais c'est la vérité. Brésil, ok, le mec est top 10. Non, mais je suis d'accord, hein, il est top 10, mais Ouais. styles makes fight, quoi. C'est les styles qui font les combats. Et un mec qui est pas mobile et qui est complètement statique et qui a pas une super bonne défense, c'est du pain béni pour Wilder. Et je pense que, tu sais, il y a des mecs qui sont payés pour ça, c'est leur boulot, hein, de trouver les bons matchs pour les bonnes personnes. C'est leur taf. Et je pense que si nous, on peut deviner que Brésil, ça fera un très bon match-up pour Wilder. Des mecs dont c'est le gagne-pain, ils le savent aussi. Donc en gros, je pense qu'ils ont mitonné ce petit combat en se disant bah c'est un top 10, c'est très bien. Mais en plus de ça, il va se faire cartonner parce qu'il n'a pas le style pour combattre un mec comme Wilder. Et en fait, ça amène, c'est intéressant le combat Brésil-Wilder parce que ça peut amener une réflexion qui est comme ça, qui n'avance pas vraiment les choses dans la perspective de Fury Wilder, mais qui est intéressante pour ceux qui s'intéressent à la boxe, c'est que finalement, on peut être champion sans être le meilleur en fait. Si on a le bon parcours avec les bons styles qui collent bien pour ta personnalité, et je dis pas ça pour Wilder, hein, je dis ça en général dans la Mmh. boxe, hein, et en fait c'est ça qui est assez intéressant avec la rencontre Wilder-Brésil, parce que tu dis il était 10e, mais Wilder, enfin, il était non existant dans le combat contre Wilder. Il a rien fait. Et on aurait pu se dire, putain, c'est qui ce mec, enfin, qu'est-ce qu'il fout dans le ring avec Wilder. Mais ça, c'est une question de match-up. Donc oui, c'était des combats plus compliqués que Otto Wallin et Tom Schwartz, mais c'était plus compliqué sur le papier. En réalité, c'était pas beaucoup plus Ouais. compliqué pour Wilder. Or, bien Or évidemment. Ortiz, ouais, et Ortiz, je soupçonne, je pense que c'est Wilder qui a dû pousser pour avoir Ortiz parce qu'il voulait vraiment, Oui, il on va voulait dire, effacer ce effacer procès. Exactement. exactement le fait que qu'il avait été durement accroché dans son premier combat. Tout Et comme la revanche face à Steven, hein, d'ailleurs. oui, oui, exactement. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà fait et je pense que c'est dans sa mentalité. Il voulait vraiment effacer tous les doutes à son égard. Et notamment parce qu'il y avait eu un peu de controverse par rapport c'est au 8e round où l'arbitre Septième, ouais, septième. 7e donne un peu plus de temps à Wilder pour récupérer, alors qu'il venait de subir une bonne accélération d'Ortiz en fin de round. Donc je pense qu'il voulait corriger ça, et c'est vrai que Ortiz, il ralentit beaucoup. Ouais. Et bah, là encore, c'était courageux, mais en même temps, je pense que c'était pas que courageux, c'était aussi pragmatique de la part de Wilder. Il s'est dit, si je l'ai battu il y a 2 ans, je peux le battre cette année, parce qu'il ralentit. De toute façon, il est sur le déclin, alors que moi, je suis pas sur le déclin. Mais ça, c'est ma théorie personnelle. Et ça, de toute façon, ça n'enlève rien au fait qu'il ait réussi à mettre KO vraiment la propre et nette un Ortiz qui n'était pas venu pour faire le figurant, quoi. Qui est venu vraiment qui était plus agressif sur le deuxième combat. Donc, bien joué, mais encore une fois, tout ça, c'est une planification, quoi. C'est ça que je veux dire. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, mon cher Podomso, il y a aussi évidemment cette arcade ouverte chez Tyson Fury, donc lors de son dernier combat. Et là, ça peut quand même inquiéter parce qu'ils ont gardé cette date du 22 février. Pour lui, c'est quand même assez risqué, après une si grosse coupure, d'affronter Deontay Wilder directement, qui, je pense, à mon avis, enfin, évidemment au courant de ça, mais ça va être
un point supplémentaire de préoccupation pour Tyson Fury. Même si bien évidemment il a pu faire appel aux meilleurs experts de chez Top Rank. Oui. Après, en fait, je pense que la coupure, c'est pas le truc que tu crains quand tu rencontres un mec comme Wilder. Parce qu'en fait, le problème des coupures, c'est que tu la transportes pendant tout le combat et tu es susceptible d'être arrêté en fait en cours de combat. Wilder, c'est un minimaliste, c'est-à-dire il va te mettre 2 coups. Il a besoin d'un coup pour te mettre KO. Donc, si ça fait coupure ou pas coupure, après, c'est anecdotique. Hein, si tu es au sol et que c'est terminé, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, non, mais j'ironise, je rigole, évidemment. Je comprends ce que tu veux dire parce que je vois où tu veux en venir, mon cher Guillaume. C'est que tu penses que, en fait, par cette subtile inquiétude, tu induis, en fait, que Fury ne peut gagner le combat qu'en 12 rounds. Parce qu'en fait, en gros, qu'en allant au terme des 12 rounds. Parce que la peur de la coupure, c'est que tu sois arrêté injustement par l'arbitre en cours de combat. Et que normalement, tu peux continuer, mais finalement, t'es arrêté alors que t'as pas pu exprimer tout ce que tu pouvais exprimer. Et je suis assez d'accord avec toi. J'ai du mal, en fait, même si je peux très bien imaginer que Tyson Fury réalise l'exploit, j'ai du mal à l'imaginer autrement que par décision, en fait. Ce qui est quand même paradoxal parce que Wilder n'a pas la meilleure des défenses, mais je sais pas, c'est terrible, mais j'arrive pas en fait. Pourtant, ça lui est déjà arrivé de se faire mettre KO dans sa carrière amateur, Wilder, mais j'ai du mal à imaginer le truc se faire aujourd'hui, surtout par Tyson Fury, complètement. qui est pas un gros puncher. Non. Et que pensez-vous, mon cher Polydomso, du changement aussi de coach de ce cher Tyson Fury? Tout penser, moi c'est un peu ça aussi qui m'inquiète, on va dire. Là, il a posté quelques vidéos sur Instagram où il a l'air effectivement en forme, mais je trouve que d'un côté, on a Deontay Wilder qui se prépare vraiment sérieusement pour le combat, et de l'autre, Tyson Fury, chaque fois que quelqu'un a le malheur de lui tendre un micro, il y a des conneries énormes qui sortent. Plus il y a eu ce changement de coach, alors on pensait, tu vois, que ça fonctionnait bien, il y avait, on va dire, une nouvelle dynamique pour lui. Et là, il a changé de coach dans l'optique de finir Deontay Wilder par KO. Là aussi, tu vois, je me dis, passer de son dernier combat jusqu'à changer de style, être beaucoup plus agressif et dire chercher le KO, est-ce que c'est que de la com ou au contraire, il a envie de faire une petite révolution chez lui pour ce super fight? Alors, c'est très difficile c'est très difficile avec Tyson Fury parce que c'est quelqu'un de fantasque et de. Ouais, il change beaucoup d'avis. C'est un mec bigger than life, comme on dirait en anglais, mais c'est pas enfin, je pense le mec il peut dire noir un jour et blanc l'autre jour, quoi. C'est un gars qui change beaucoup d'avis, qui change beaucoup d'humeur aussi, qui est assez passionnel dans sa façon de faire. Et même déjà, son précédent entraîneur, c'était un mec qui était jeune, qui n'était pas vraiment qualifié. Enfin, c'est spécial. Il a une façon de s'entraîner, il a un entourage qui est très, très étrange. Il est professionnel, évidemment, parce qu'il a été capable de faire un comeback que honnêtement, personne ne voyait venir. Et moi, si rapide. Je lui donnais pas une chance pour son comeback. Donc, ça veut dire qu'il a cette capacité de travailler et il a une routine de travail qui est, à mon avis, très, très efficace. Mais je pense que il l'avait lui-même, en fait, que c'est pas un entraîneur qui lui a donné, ou alors peut-être c'est un entraîneur qui lui a donné il y a longtemps, mais en fait c'est plus j'allais dire un entourage, on va dire psychologique dont il a besoin. C'est pas tellement c'est pas un mec qui va lui dire comment on fait un jab, comment on fait un cross, comment il doit s'entraîner, ce qu'il doit manger le soir et tout. Je pense pas vraiment qu'il les écoute et qu'il en ait vraiment besoin de ces gens-là. Quand tu vois sa personnalité, c'est-à-dire c'est un mec là je sais plus, je lisais une interview, il disait qu'il trempait ses mains dans le gasoil tous les jours pour endurcir ses mains. Enfin, c'est un mec comme ça, quoi. Il sort des trucs et tout. Je sais pas. Et même, je te dis, son précédent entraîneur, c'était pas un mec reconnu dans le milieu. C'était un gars qui sortait un peu de nulle part et tout. Donc, du coup, moi, ça me dérange pas vraiment qu'il s'en sépare, parce que je pense pas que c'était l'élu qui a réussi à dompter la personnalité de Wilder, de Fury, et le diriger vers une discipline sportive. Non, je pense pas que c'était ça. Je pense juste qu'ils se sont bien entendus à un bon moment. Ça a été utile pour la psyché, on va dire, de Fury dans cette perspective du combat et aussi de son retour. Maintenant qu'il a repris un rythme et qu'il est ressorti, on peut l'espérer, de sa phase de dépression, peut-être il a besoin d'autre chose.
Il y a des gens, ils ont besoin en fait de tout le temps avoir le même entraîneur, qui les connaît et qui savent les cadrer. Il y a des gens, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de voir ailleurs et tout. Donc moi personnellement, ça ne me choque pas vraiment parce que c'est Fury quoi. Il a toujours été comme ça. Donc et d'autres comme Diego Sanchez qui arrivent à se réinventer avec un nouveau coach. Ah non, j'en parlerai pas de ça. Bien. Alors maintenant, mon cher Polydome, ça y est. Est-ce que nous avons des choses différentes à mettre sur la table par rapport à la preview d'il y a un peu plus d'un an désormais? Ou alors, finalement, est-ce que ça n'a pas changé? Moi, personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas changé leur style. Ouais. Honnêtement, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas rajouté de nouvelles armes. Très honnêtement, hein, quand je vois... j'ai eu un bref espoir parce que... parce qu'il y avait de la communication. Il y avait Wilder qui disait ouais, je vais travailler un peu plus au corps, un peu plus varié. Et Fury avait fait son combat contre Tom Schwartz, je crois, quasiment en gaucher pendant tout le combat, alors qu'il n'est pas gaucher, enfin southpaw, excusez-moi. Et donc il y a des trucs ça et là, mais finalement c'est pas du concret quoi. Ils n'ont pas apporté une nouvelle de nouvelles armes, de nouvelles façons de boxer. C'est toujours les mêmes, les deux en fait. Et on sait ce qu'ils amènent sur la table et on sait ce que ça a donné l'un contre l'autre aussi. Donc je pense que honnêtement, sauf s'il y en a un qui a fait un travail de désinformation de ouf et qu'il a caché, c'est possible, on ne sait jamais, hein, et qu'il apporte quelque chose de radicalement nouveau et que personne n'a vu venir. Mais hormis cette option-là, je pense qu'on va avoir peu ou prou une redite du premier combat en fait. J'ai vraiment, je n'imagine pas du tout Wilder commencer à travailler au corps, commencer à feinter, ça j'y crois pas une seule seconde. Je serais très content qu'il le fasse, mais c'est pas son style. C'est vraiment pas son style. Il a des points forts, Wilder, et il a une façon de faire. C'est toujours pareil en fait avec la boxe poids lourd, c'est là où tu as les personnalités qui influent le plus sur le style des boxeurs, j'ai l'impression. Tu vois, parce que dans les catégories en dessous, le niveau de compétition est tel que tu as une façon de faire qui est correcte. Et sauf si tu es un génie, si tu fais pas comme académiquement ce qu'il faut faire, tu vas te faire bananer, tu vois, mais vraiment salement quoi. Alors qu'en poids lourd, comme c'est un peu moins compétitif et qu'on a des physiques qui sont vraiment différents aussi parce que t'es pas encadré dans une petite catégorie de poids. Tu as des gens qui sont très trapus et qui sont très très larges. T'as des mecs qui sont fat mais qui vont très vite, t'as des gens qui sont lents mais qui sont super grands, enfin c'est la cour des miracles hein, la catégorie poids lourd, et c'est des fortes personnalités généralement aussi parce que quand t'as l'habitude de faire 120 kilos dans ta vie de tous les jours, tu te laisses pas emmerder généralement aussi, hein, ça joue, donc c'est des mecs qui ont une grosse personnalité, c'est pas forcément là où il y a le plus haut niveau, et c'est là où tu peux trouver des styles de boxe mais complètement les deux. Il n'y a personne qui boxe comme eux, quoi. Je veux dire, Wilder, il n'y a que Wilder qui boxe comme Wilder. Fury, il n'y a que Fury qui boxe comme Fury. Tu ne trouves personne d'autre dans la catégorie des lourds. Et donc, du coup, Fury, il a ce style très, très étrange où il donne des coups, mais quasiment que du bras. Il n'engage presque pas son poids sur les coups, ce qui lui permet de garder une grande mobilité. Il est capable de boxer en gaucher, en droitier. Et il a un excellent footwork, il sait très bien désaxer quand il faut désaxer, il se retrouve jamais dos aux cordes quand il ne le veut pas. Donc il a toute cette science en fait vraiment de la boxe, on va dire la science immatérielle, celle que tu vois pas vraiment au premier coup d'œil. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas habitué à regarder la boxe, il va pas voir que Fury c'est un génie du déplacement. En revanche, c'est son truc, mais en revanche, parallèlement à ça, il y a des trucs qui fait super mal. Genre, il n'a pas une excellente défense. Enfin, pas très très académique en tout cas. Et en termes de coups, comme il boxe souvent que du bras, alors il est imprévisible, on ne voit pas venir ses coups, mais il n'a pas trop de punch aussi. Parallèlement, c'est le revers de la médaille. De l'autre côté, c'est l'inverse. Wilder, c'est un mec qui se déplace pas super bien, qui a presque pas de variation dans son jeu, et qui en revanche là pour le coup, quand il envoie des coups, il engage tout son corps dessus, donc il peut vraiment mettre des KO. Mais finalement, c'est le maître de 3 coups, Wilder. Il y a le jab, le bras arrière et le 1-2 quoi. Il sait faire que ça, mais il a poussé l'art quasiment à la perfection. Parce que moi, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut sur la technique de Wilder. Parfaitement ces coups-là. Mais le 1-2 qu'il met contre Brésil, c'est une perfection. Tu vois, c'est parfait quoi. C'est le truc de Bruce Lee là. Je crains pas le mec qui a répété une fois 1000 coups de pied, je crains le mec qui a répété 1000 fois un coup de pied. C'est exactement ça quoi. C'est Wilder, il a peut-être fait 1 million de fois son bras arrière.
ça se sent, quoi, parce que parfois il est intelligent, donc il te fait des coups comme ça, tu les vois venir, il mouline un peu dans le vent, il t'endort en fait avec ça, où tu te dis bon bah ça va, je vois venir, je peux me protéger et tout, et d'un coup il va voir l'ouverture et tu vas même pas comprendre ce qui t'a touché, tu vas tomber par terre et dire putain c'était quoi ça. Mais ça c'est Wilder. Et donc en fait ils ont des styles, mais vraiment c'est l'opposé l'un et l'autre, quoi. Il y en a un c'est le maître de la mort par 1000 blessures, et l'autre c'est le maître du coup parfait, quoi. Donc c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Soit Fury va réussir à danser pendant 12 rounds autour de Wilder et vraiment le ridiculiser, parce que je pense que s'il arrive à éviter les principales agressions, il va vraiment emmagasiner des points et une marge. Il va vraiment outboxer, comme on dit, Wilder. Mais en revanche, s'il se fait mettre KO, bah, il se fait mettre KO, quoi. Donc, est-ce que tu penses justement que ça va être possible? Parce que lors du premier combat, c'est ce qui s'était passé. Elle avait outboxé Wilder, mais il y avait eu ces 2 fois, surtout la deuxième, bien évidemment, puisque la première, bon, ok, s'était fait toucher, mais il avait surtout été déséquilibré puisqu'il était en mouvement lorsqu'il s'est pris le coup. Deuxième, là, pour le coup, c'était vraiment un knockdown, enfin, KO d'ailleurs pour tout le monde, mais lui avait réussi miraculeusement à se relever. Est-ce que tu penses que là, il peut à nouveau réussir à outboxer Wilder et surtout ne pas se faire toucher? Et c'est là où moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Fury le faire, sachant que la première fois, il avait réussi, mais il y avait juste eu ces 2 moments-là où il avait été touché. Il avait suffi de ça pour que finalement le résultat du combat soit complètement bouleversé. Et là, une nouvelle fois, à 12 rounds, après ce qu'on a vu de Wilder, moi, personnellement, j'ai vraiment peur pour Tyson Fury. Voilà. Bah, pareil, en fait. Je pense que c'est très compliqué. L'exploit, il est difficile à renouveler. D'autant que s'il y va en se disant je vais essayer de mettre KO Wilder, je pense pas que ce soit la bonne mentalité, en fait, dans cette façon d'approcher le combat, parce que comme j'ai dit, Fury c'est pas un mec qui brille, on va dire, par sa puissance. C'est pas son style, c'est pas son style de combat, même s'il a arrêté des gens, mais c'est plus il arrête les gens parce qu'il les enchaîne ou parce qu'il les dépasse complètement, et que les gars ils sont complètement rincés et qui s'écroulent. C'est pas un gars qui te zappe des mecs sur un coup que tu vois pas venir. Donc je sais pas, je pense que c'est de la désinformation de dire ça. Je l'espère en tout cas pour lui. Oui, mais surtout à ce niveau-là, enfin, en 4 mois, on va pas tout changer. Non, bah non. Mais après, c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi j'ai revu le combat, là, le premier combat. C'est vrai que je pense que Qui est c'est d'ailleurs plus... disponible, petite parenthèse, disponible gratuitement sur YouTube. Et ouais, ça vaut le coup de le revoir parce qu'il est magnifique, le combat. Ouais. Hein. Il est vraiment sublime. Mais ce que j'allais dire, c'est que Tyson Fury a fait le combat parfait, malgré les 2 accrochages à regretter. Wilder, il a fait un combat moyen, quoi. Et donc je me dis, s'il y en a un qui doit se sublimer, bah, c'est Wilder. Et il suffit de peu de choses. Par exemple, la plupart du temps, quand il rentrait tout le temps sur le visage en ligne droite. Ouais. Et Fury, quand il se défendait, il avait à peu près tout le temps le même mouvement défensif où il paraît en fait du bras avant et puis ensuite il dodgeait le bras arrière. Suffirait juste que de peu de choses finalement que Wilder feinte pour arriver avec un uppercut pour essayer de timer Fury au moment où Fury fait son esquive. Bah, il y a beaucoup plus on va dire, de portes ouvertes pour Wilder que pour Fury. C'est pour ça que je m'inquiète un peu de la perspective du rematch. Après, comme j'ai dit, Wilder il n'a pas changé sur ses 2 derniers combats et peut-être qu'il va rien faire de différent, en fait. Oh là 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 là, c'est un con, mon chapeau et d'homme, sachant que oui, même pour les bookmakers, c'est complètement le flou, puisque oui, donc selon Unibet, Deontay Wilder est à 1,80, Tyson Fury à 1,86. Personne ne sait qui va s'imposer. On rappelle que c'est pour la ceinture WBC, le champion du monde. Va falloir se mouiller, mon cher Polydomso. Moi, je penche. Alors, moi, j'avais donné le premier combat à Tyson Fury. Dans ma tête, je pense que c'était lui qui l'avait gagné. Maintenant, il y a une espèce de malédiction là, qui traîne là, depuis quelques combats, où quand il y a un premier combat qui termine de manière injuste, dès qu'il y a la revanche, c'est doublement injuste. Je m'explique. Kovalev contre André Ward, le premier combat, il avait perdu, c'était injuste. On avait dit, ouais, c'est Kovalev qui doit gagner. Et deuxième combat, il le perd. Pareil pour Canelo et Golovkin, où ça avait été un draw et les gens avaient dit c'est injuste, et la revanche c'était Canelo qui avait gagné. Donc je sais pas, je suis pas quelqu'un de superstitieux, mais là il y a une espèce de loi des séries qui est en train de s'installer, et comme je l'ai dit, je pense que
celui qui a le mieux, en fait, qui a le plus de marge de progression et qui peut le plus changer les choses, c'est Wilder. Donc, pour ça, j'aurais tendance à pencher un peu du côté de Wilder. Même si, alors franchement, c'est du 50-50. Hein. Honnêtement, c'est doigt mouillé là, hein, pour le coup. Mais je pense qu'il y a moyen que Wilder mette KO Fury je pense entre le 9e et le 10e round. Chose comme ça. Avec un Fury qui aurait vraiment pris une avance considérable en points, qui aurait gagné tous les rounds jusque-là. Quoi. Ça m'étonnerait pas comme résultat. Ouais, eh bien, je vais vous suivre, Polydumso, avec cette cote à 2-10 pour Wilder qui met KO notre cher Tyson Fury, parce que moi, c'est vraiment le combat face à la revanche, face à Ortiz. C'est celle-là pour moi qui fait vraiment tout basculer parce qu'il reste calme et, comme tu l'as dit avec beaucoup de justesse, énormément confiance en pouvoir de KO, même face à un gars du calibre d'Ortiz. Et donc là, ça veut dire aussi que, je pense que là aussi, ça a été très judicieusement préparé par son équipe parce que c'est un peu, on va pas dire que c'est l'adversaire qui se rapproche le plus de Tyson Fury, mais on va dire qu'il est aussi technique, ce cher Ortiz. Et donc là, quand il va être face à Tyson Fury, il va se retrouver dans les mêmes conditions, à mon avis, que lors du premier combat, donc à savoir derrière au niveau des scorecards, et il va pas paniquer, il va continuer de chercher justement ce fameux bras arrière. Et je vois aussi, malheureusement pour Tyson Fury, une victoire par KO de ce cher Deontay Wilder. Mais alors, moi, la différence, c'est que du combat contre Ortiz, c'est que je vois pas. Ortiz, il s'était fait mettre KO parce qu'il s'était retrouvé contre les cordes et qu'il était crevé. Et que laps de temps, il était mal placé au mauvais endroit et bim, c'était sur une attaque de Wilder. Moi, là où je vois en fait Fury perdre, si jamais il perd, c'est par excès de confiance. C'est excès de confiance où il rentre en ligne directe. Au lieu de feinter, d'amorcer en fait. Parce qu'en fait, ce que faisait beaucoup Fury dans le premier combat, c'était de feinter pour en fait déclencher les actions de Wilder et pour ensuite entrer et tout de suite sortir. En fait, il restait jamais en fait dans la distance. Et là où il s'était fait gauler au 11e, il était rentré directement et il s'était pris le bras arrière de plein fouet suivi du crochet, tu sais, dans la chute. C'était magnifique, ça. C'était fou. Hein. Et je pense en fait c'est comme ça que si jamais il doit perdre, je pense que ça va être comme ça. Je pense qu'il va, il va se faire endormir, quoi. C'est-à-dire il va rester en confiance et à un moment donné, il sera contré, quoi. Game over. Bon, bah voilà, mon cher Polydumso. Dans la nuit de samedi à dimanche, on sera nous. Bah évidemment, on va le regarder pendant la nuit blanche la sueur. Ça y est, on y sera. Donc juste avant, il y aura eu Dan Hooker contre Paul Felder. Peut-être un petit prono là aussi, mon cher Polydumso. Je la donne à Dan Hooker. J'aime beaucoup Paul Felder, mais je pense que Dan Hooker, il est bien. Et hormis le petit accident de parcours qu'il a eu contre Barboza, il est sur un bon élan, et puis il est dans une bonne team où il a deux potes qui sont champions. Donc ça va. Je pense que c'est pas mal pour la motivation générale. Et ben voilà, donc ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, mon cher Polydumso. Nous sommes complets sur le sujet. Yes. Eh ben, formidable. Shout out to MyProtein, sponsor la sueur, moins 38% minimum. Et Jetronomie, premier sponsor de la sueur, validé par Polydumso. J'ai enfin eu mes savons. Après des mois d'attente. Il peut se laver. Voilà, ça y est. Donc, moins 10% avec le code la sueur, des soins et puis les savons, tout simplement. À la prochaine. À très vite. À plus. Soit.